tous, bienvenue dans ce Culture Mag. Au sommaire aujourd'hui de la musique, du cinéma. Nous allons évidemment revenir sur la disparition du chanteur israélien Arik Einstein, son portrait, ses sketchs, en quoi sa musique de variété, sa personnalité et ses rôles ont-ils collé à l'Israël des années 60 et 70. Nous serons en ligne avec le cinéaste Amos Gitaï. Nous parlerons immigration et prostitution. En marge de la sortie en France du film The Immigrant de James Gray, nous reviendrons sur l'île d'Ellis Island et ses quelques 12 millions d'immigrés dans les années noires du XXe siècle, avec un documentaire passionnant qui vient d'être tourné. Et puis enfin, de l'art lyrique, mais en mode digital, la tendance 2.0 touche aussi l'opéra. Voilà pour le sommaire, bienvenue, merci de nous suivre. Donc l'information principale de la journée, c'est la disparition du chanteur Arik Einstein, 74 ans, une grande figure de la culture israélienne. Les réactions se multiplient, le pays est unifié dans la tristesse. Le président d'Israël, Shimon Peres, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Yitzhak Herzog, le chef de l'opposition, star de la chanson, toute génération confondue, tout le monde pleure sa disparition. Le cercueil d'Arik Einstein devait être exposé place Rabin à Tel Aviv, où une cérémonie doit lui être rendue. Une foule nombreuse se presse pour lui rendre hommage avant son enterrement prévu au cimetière Trumpeldor. Et puis, son ami et partenaire de cinéma dans les années 70, le réalisateur Uri Zohar, est même sorti de sa retraite religieuse. Il devait lui aussi lui rendre un hommage. Nous allons regarder justement un court extrait d'un sketch télévisé mythique réalisé avec Uri Zohar. C'est une histoire d'immigration. Les deux hommes se moquent des vagues d'immigration successives de leur pays. Ils sont tous contents et évidemment, chaque nouvel immigré installé ne veut pas de la vague qui va arriver. C'est un sketch qui a fait rire tout le pays à l'époque. Ach, Peppi, das ist doch Eretz. Hey, Jacqueline, Jojo, Albert, nous sommes à Israël. Voilà, pour vous donner une idée du personnage à la fois acteur et bien évidemment chanteur, maintenant son portrait. Grande figure de la culture israélienne, chanteur, parolier, acteur, sa carrière a façonné l'identité musicale israélienne. Né en 1939, Arik Einstein a passé toute sa vie dans sa ville natale, Tel Aviv. Sa carrière débute quand il rejoint la troupe musicale de l'armée israélienne. Dans les années 60, il fait partie de différents groupes, parmi lesquels le célèbre Yarkon Bridge Trio. Il sort son premier album solo en 1966 et rejoint The High Windows, le premier groupe de rock à connaître le succès. En 1967, il découvre le jeune parolier Shalom Chanor. Ensemble, ils définissent le rock israélien. Son album Fuzzy, créé en 1969 pour le groupe The Churchills, est considéré comme le premier album de rock israélien. Au fil des années, il a aussi réalisé plusieurs albums de chansons pour enfants qui ont bercé de nombreuses générations. Arik Einstein était par ailleurs un acteur et imitateur de talent. Il a joué dans de nombreux projets à la télévision et au cinéma. On se souvient notamment de sa performance dans Loul, un spectacle de variété comique et musicale, et dans les films Chabloul et Les Voyeurs de son partenaire et ami Uri Zohar. En 1980, cette icône israélienne décide de ne plus se produire sur scène. Se tenir devant un public le rend mal à l'aise. Il continue toutefois d'enregistrer en studio jusqu'à la fin de sa carrière. En 2010, il est l'artiste le plus diffusé sur la radio israélienne. La disparition d'Arik Einstein a pris ses amis et ses fans par surprise. La presse israélienne est submergée d'éloges pour l'homme et pour son travail, par tous, de musiciens connus au président israélien Shimon Peres. Il sera inhumé mercredi au cimetière de Trumpeldor à Tel Aviv, l'équivalent du Père-Lachaise en France. Voilà un reportage signé Avril Rosenzweig avec Sandy Fortis. Et maintenant, nous sommes en ligne avec Amos Gitaï. Amos Gitaï, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, gauche, droite, laïque, religieux, il semble que la personnalité d'Arik Einstein soit fédératrice. Il incarne quoi, l'Israël mythique des années 60, 70 ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire Arik Einstein, par sa voix un peu craquée, par son façon de chanter, il a touché quelque chose de profond dans le projet de départ d'Israël. Je crois qu'effectivement tout le monde aujourd'hui triste avec son départ. Je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment collaboré avec les plus grands poètes, chanteurs, chanteuses
des groupes de rock, de musique plus lyrique. Alors il est vraiment, Arik Einstein, il a signé une sorte de page, même après l'assassinat de Rabin, c'est lui qui a fait les chansons très, très émouvantes. Alors effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'il incarne les valeurs d'un Israël socialiste, peut-être un peu disparu aujourd'hui? Tout à fait. De toute façon, Arik Einstein, son deuxième amour, c'était pour le foot. Il a soutenu très fort le rouge, c'est-à-dire Hapoel Tel Aviv, pas Maccabi, mais Hapoel. Hapoel, ça signifie en hébreu le travailleur, l'ouvrier. Alors, il appartient de cette endangered species, un peu en voie de disparition. Alors, effectivement, la disparition d'Arik Einstein ferme une page de toute une chanson hébreu. Des chansons du cinéma et de l'histoire d'Israël. Merci beaucoup Amos Gitaï d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci beaucoup. On ferme ainsi la page dossier de la disparition d'Arik Einstein, grande figure israélienne qui a disparu. Merci. Un sujet particulier maintenant avec la sortie en France du film de James Gray, The Immigrant, avec Marion Cotillard. C'est un film inspiré de faits réels, l'histoire de ces immigrés venus la plupart d'Allemagne, de Pologne, des pays de l'Est et fuyant les pogroms, les persécutions et qui étaient sélectionnés à l'entrée des États-Unis. Le film de James Gray raconte le parcours de deux sœurs. L'une devient prostituée pour aider sa sœur qui, elle, n'a pas pu entrer dans le pays. Alors nous sommes en ligne avec Michael Prazan. Bonjour Michael Prazan. Vous êtes réalisateur. Bonjour, vous êtes réalisateur, écrivain, et vous venez de consacrer un documentaire édifiant à Ellis Island, titré Ellis Island, l'histoire du rêve américain. Est-ce que, tout d'abord, une réaction sur ce film de James Gray, la prostitution, notamment la prostitution juive en arrivant aux États-Unis, est-ce que, lorsque vous avez préparé votre documentaire, est-ce que vous avez trouvé des traces de cela ? Oui, il y a beaucoup de traces, notamment la vigilance des inspecteurs de l'immigration à Ellis Island durant cette même période, qui avaient pour charge de traquer les indésirables. Et en réalité, il y en avait deux catégories. La première, c'est des gens qui allaient devenir une charge pour la société, c'est-à-dire qui allaient tomber dans l'indigence, etc. Donc ces personnes-là, fragiles économiquement, étaient particulièrement traquées. Et la deuxième catégorie, c'était la prostitution, qui était véritablement le fléau de l'époque. Et donc, dès qu'une femme était soupçonnée de prostitution, elle était interrogée par des bureaux spéciaux et s'il était avéré qu'elle était une prostituée, elle était immédiatement expulsée. Il y a beaucoup de témoignages de ces problèmes liés à la prostitution et notamment à la prostitution juive par notamment un film dont il existe plusieurs versions. La première a été tournée en 1916 et ça s'appelle The Yellow Ticket. C'est l'histoire, alors il y a eu au moins trois versions et la dernière date de peut-être des années 30. Il y en a une très connue dans les années 20 avec une actrice qui était une véritable star à l'époque qui s'appelle Paula Negri et qui joue le rôle d'une jeune juive russe qui veut immigrer aux États-Unis. Mais pour immigrer aux États-Unis, elle doit passer par Saint-Pétersbourg. Et vous savez qu'à l'époque, les Juifs n'étaient pas admis à Saint-Pétersbourg. Les Juifs étaient obligés... Tout un parcours. Tout un parcours. Oui, voilà. Michael, je voudrais qu'on revienne aussi à votre documentaire quand même, Ellis Island, l'histoire du rêve américain. Il s'attache à montrer le principe de sélection à l'entrée du pays pour faire écho à ce que fuyaient ces immigrés, la sélection. Il y avait plusieurs vagues d'immigration. En 1907, par exemple, l'immigration la plus importante, et 1907, c'est l'année où Ellis Island a fait transiter le plus d'immigrants de l'histoire du site, c'est surtout les Siciliens. Donc les Juifs sont évidemment très présents et une fois qu'ils ont passé l'inspection, alors évidemment les immigrants avaient très très peur d'être foulés, mais il faut un peu modérer cette histoire d'expulsion. Durant la plus forte période d'immigration, c'est-à-dire les 20 premières années du XXe siècle, il n'y a en réalité que 2% des gens qui sont refoulés à l'entrée dans le site même d'Ellis Island. C'est très faible. Mais évidemment, les inspections sont très très rigoureuses, très astreignantes et font très peur aux immigrés. On parle de 12 à 16 millions d'immigrants qui débarquent sur Ellis Island, donc abusés, refoulés, discriminés. Est-ce que c'est à ce prix-là que s'est fait le melting pot américain ?
En très grande partie, oui. C'est vrai que l'intégration va être pour ces immigrants-là, qui sont extrêmement stigmatisés, extrêmement discriminés, va être très très difficile. Et à mon avis, c'est aussi le point de départ, si vous voulez, du communautarisme américain, parce que ce sont les communautés sur place qui sont déjà implantées, qui sont arrivées un petit peu avant, qui vont prendre en charge véritablement ces immigrés par vagues. Donc les communautés italiennes vont prendre en charge les nouveaux arrivants italiens, les communautés juives, yiddishophones, les juifs d'Europe centrale, etc. Et ça va fabriquer, si vous voulez, des communautés qui vont s'intégrer assez vite grâce à ces tremplins de communautés d'immigrés qui les ont précédés, et en même temps qui vont rester quand même intégrés à la communauté. Donc c'est véritablement à ce moment-là que se joue véritablement la généalogie de l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Oui, l'Amérique d'aujourd'hui. Mickaël Prazan, est-ce que les politiques peuvent apprendre quelque chose de votre documentaire sur les vagues d'immigration qui déferlent maintenant aujourd'hui des pays pauvres vers les sociétés plus riches? Qu'est-ce qu'ils peuvent en retenir? C'est une question très, très compliquée, mais effectivement, la préoccupation des pays à l'égard de l'immigration, on s'en rend bien compte lorsqu'on raconte l'histoire d'Ellis Island, que c'est une préoccupation constante et qu'au fond, les problématiques sont toujours les mêmes. Comment faire entrer des immigrés qu'on veut et refouler ceux qu'on ne veut pas? Selon quels critères? Ce sont des questions qui se posent naturellement dès le début du XXe siècle, dès l'histoire d'Ellis Island. Et les raisons pour lesquelles les gens immigrent sont les mêmes. Bien sûr, ce sont des raisons économiques, voilà, et sociales, la misère, on fuit la discrimination. Et on veut un avenir meilleur, et c'est ça que raconte mon film. Un avenir meilleur, et c'est ce que raconte votre film, donc un documentaire qui passera sur la chaîne Arte en janvier. Merci beaucoup, Mickaël Prazan, d'avoir répondu à nos questions. À suivre l'opéra 2.0, l'art lyrique est entré dans l'ère du tout digital, mais avant ça, les highlights, l'agenda des expositions. Think Pink ou Pensez Rose, un slogan lancé après la Seconde Guerre mondiale pour inciter les femmes à renouer avec leur féminité. Le musée des Beaux-Arts de Boston propose une collection de plus de 70 objets. L'objectif ? Explorer l'impact social de cette couleur et sa popularité au fil des années. Robes, tailleurs, chaussures, bijoux, mais aussi croquis, illustrations et photographies. Tout cela est à découvrir jusqu'au 26 mai 2014. Grande figure de l'art du XXe siècle, Sigmar Polke est décédé il y a 3 ans. Le musée de Grenoble présente une grande rétrospective de l'artiste allemand, fondateur du réalisme capitaliste, en réaction au pop art américain. Une collection de plus de 70 tableaux et 50 œuvres sur papier. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir ce peintre emblématique, jusqu'au 2 février. Du 28 novembre au 1er décembre, le festival Les Sons du désert se déroulera dans le désert du Negev en Israël. Pendant 4 jours et pour la 16e édition consécutive, la programmation sera dédiée à la variété et aux classiques de la musique israélienne. Un festival dédié également aux jeunes espoirs de la scène musique locale. Au programme cette année, Tomer Yosef, Esther Hada, Jonathan Raziel et le reggae religieux de Shivat Zion. L'opéra 2.0, l'opéra digital, qu'est-ce que c'est? Retour et explication avec cette révolution, Avery Rosenzweig et Sandy Fortis. Si je vous dis opéra, vous penserez sûrement à ça. Ce mois-ci, de nouvelles productions au Metropolitan à New York et au Châtelet à Paris ont repensé avec succès la forme de l'opéra pour la placer à l'ère du tout numérique. À New York, Two Boys, un opéra en anglais, s'est inspiré d'une histoire vraie sur les rencontres virtuelles qui s'est déroulée en Angleterre en 2001. Il s'agit d'un jeune homme qui surfe sur le web, sur ce qui s'appelait à l'époque les chatrooms, et qui développe une relation avec un autre garçon. Cet adolescent se tisse un réseau de personnages virtuels pour essayer de séduire l'autre garçon. L'histoire se termine par un meurtre. Le compositeur Nico Muhly a utilisé cette forme d'art pour illustrer l'expérience d'une vie parallèle en ligne. On a très vite réalisé que les chœurs allaient fonctionner en canon, afin de faire ressortir cette euphorie comme si vous étiez en train de voir toutes ces choses sur Internet agrégées ensemble.
Dans un autre registre, à Paris, le Théâtre du Châtelet présente l'opéra pop The End, sous un angle du tout digital. Une saga musicale créée entièrement de façon numérique, la cantatrice star est un pur produit d'ordinateur et sa voix synthétisée. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure. Tout de suite, l'info continue sur i24 News.